Un déménagement, c'est important dans une vie, mais le déménagement d'une chaîne de télévision, c'est tout à fait exceptionnel. Regardez, dernier coup de chiffon, derrière le plateau tout nouveau, flambant neuf. C'est là que nous allons vous accueillir avec Isabelle. Et vous vous demandez ce que ça va changer pour vous. Eh bien, plein de choses. Nouveau plateau, nouveau look Maintenant, iTélé, c'est de la HD. et une rédaction plus motivée que jamais. On se retrouve. Et mardi 16 juillet, vous découvrirez le nouveau visage d'ITélé et vous allez voir la différence. Ce sera une révolution. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. À la une, dans votre édition de la nuit, ce drame à La Réunion, une jeune fille, une adolescente de 15 ans a été tuée par un requin. Elle se baignait à seulement 5 mètres de la plage. Les attaques de baigneurs sont extrêmement rares. La préfecture a autorisé, fait exceptionnel, une chasse au squale meurtrier. La mort de Philippe Verdon confirmée par François Hollande. Le Français avait été enlevé par ACMI en novembre 2011. Son corps doit maintenant être transféré vers la France. Une autopsie devra permettre de comprendre les causes de sa mort. À Brétigny-sur-Orge, la circulation reprend ce mardi avec un premier train de voyageurs. Le trafic restera toutefois très perturbé. Le train accidenté vient d'être dégagé des voies, mais sur place, les traces de l'accident qui a fait 6 morts et des dizaines de blessés sont toujours visibles. Le point, les dernières images dans cette édition. Le Tour de France était au repos ce lundi après l'ascension du mont Ventoux. Dimanche, le Britannique Christopher Froome a assommé ses concurrents et de quelle manière? Une victoire qui a aussi réveillé les suspicions de dopage. Les détails dans ce journal. Belle nuit à tous. Avant de développer ces titres, cette information, un conducteur de voiture âgé de 25 ans est décédé à Port-Marly dans les Yvelines après avoir brûlé plusieurs feux. Il a tenté d'échapper à la police avant de perdre le contrôle de son véhicule. Le jeune homme était connu des services de police pour des faits de délinquance. Plus de précisions avec Christophe Crépin du syndicat de police, UNSA Police. On sait d'une manière certaine qu'un conducteur avec des passagers à son bord a refusé un contrôle de police et a perdu le contrôle de son véhicule et suite au choc, le conducteur est décédé. Il roulait très vite et on va essayer de savoir si c'était son véhicule, ou si c'était un véhicule de près ou un véhicule qui l'aurait dérobé. En tout cas, il s'agissait d'un jeune homme de 25 ans originaire de la région de Nanterre en 92 qui était malheureusement connu de nos services. Maintenant, l'enquête va déterminer les conditions exactes et surtout pourquoi il a refusé le contrôle de police. Et à présent, Céline, une attaque d'une extrême rareté à La Réunion. Une adolescente de 15 ans a été tuée ce lundi par un requin à La Réunion alors qu'elle nageait à moins de 5 mètres des côtes. La préfecture a autorisé une chasse exceptionnelle pour retrouver le squale meurtrier. Bulletin Maine. Sous la bâche, sur la plage, le corps de l'adolescente de 15 ans. L'attaque de requin s'est produite en milieu de journée dans la baie de Saint-Paul, alors qu'elle se baignait avec masque et tuba à quelques mètres à peine du rivage. C'est une jeune fille qui est en vacances, qui à 14h15 s'est baignée au bord, tout au bord, et qui était avec sa sœur, et qui a été happée. C'est pas plus que ça. On me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se baigner, mais j'espère que cet accident, cette tragédie incitera toutes les personnes qui vont se baigner ici dans la baie de Saint-Paul, qui apprennent à nager, de trouver un autre lieu. Ça n'est pas le lieu en tout cas. Les premiers mots de compassion que j'ai eus à l'égard de la famille de cette jeune victime, les mots aussi de prévention, des rappels de mesures de prévention qui ont été largement développés au début de la période des vacances de cette saison et qui doivent être absolument respectés. Car ici, l'endroit n'est pas surveillé et la baignade est interdite. Mais les panneaux le signalant, souvent arrachés. L'adolescente était venue de métropole passer les vacances chez son père. La préfecture a autorisé la chasse du squale, responsable de l'attaque mortelle. Il s'agit de la 2e dans l'île depuis le début de l'année. Le corps retrouvé il y a une dizaine de jours au nord du Mali est bel et bien celui de Philippe Verdon. C'est une confirmation de l'Élysée, confirmation de
François Hollande. Vous allez apercevoir à l'image le communiqué donc, qui officialise la mort de l'ex-otage français d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, géologue français âgé de 55 ans. Il avait été enlevé en novembre 2011. Céline. Et sa dépouille devrait être rapatriée en France dans les prochains jours où elle sera autopsiée pour comprendre l'origine de sa mort. La mort de Philippe Verdon qui est très douloureuse bien sûr pour tous ses proches, notamment pour Pascal Lupard, président du comité de soutien. Écoutez sa réaction, c'était sur iTélé. Nouvelle qui est terrible, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on avait un peu d'espoir. Ça a éteint tout l'espoir qui demeurait au sein de cette famille et au sein des amis. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est un cycle qui se termine. On va pouvoir, j'espère, retrouver le corps très très vite et pouvoir faire un deuil de Philippe. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. On passe du virtuel à l'espoir, au réel, et puis c'est douloureux. Moi, je garderai l'image d'un homme et d'un ami exceptionnel. Mon combat, il va pas s'arrêter là. Vous savez, pour les gens qui me connaissent, je suis un battant, je suis un teigneux. Donc Philippe, malheureusement, il est parti. On a perdu une moitié de la bataille, mais on n'a pas perdu tout. Et on va se battre à fond pour Diane. Pour Rodriguez aussi, il faut se battre. On va se battre. Il y a encore des combats derrière. On va pas ramener que des cercueils parce que c'est pas le but. Le but, c'est de ramener des gens vivants avec des sourires sur un tarmac. Et pour ça, il va falloir qu'on le fasse. Le deuil, on va le faire aussi, mais on va se battre pour ça. Voilà. À Brétigny-sur-Orge, 3 jours après la catastrophe du train Paris-Limoges, la circulation va reprendre ce mardi avec un premier train de voyageurs. Le trafic restera toutefois très perturbé. Le train accidenté vient, lui, être dégagé des voies. Et parallèlement, l'enquête avance. La thèse de l'accident est maintenant confirmée. On sait que c'est une pièce métallique fichée dans l'aiguillage qui a provoqué le déraillement fatal aux 6 voyageurs. Les dernières images, les dernières infos, Lilia Melconian avec Vincent Gabin. C'est le dernier wagon du train accidenté qui quitte le quai de la gare de Brétigny-sur-Orge. Après 3 jours d'opération, la centaine d'agents de la SNCF sont venus à bout du levage des voitures renversées. Évacués dans un hangar sécurisé afin que les experts puissent y faire les constatations pour les besoins de l'enquête qui ne fait que commencer. Mais les travaux dans la gare ne sont pas pour autant terminés. Il reste, et c'est pour ça que vous voyez que les grues sont encore présentes, à enlever la marquise, c'est-à-dire la couverture du quai qui a énormément, qui a souffert dans l'accident et qui doit être donc déposée pour être reconstruite ultérieurement. Une remise en circulation partielle des trains de fret pourrait avoir lieu d'ici ce mardi, mais le trafic ne devrait pas reprendre dans sa globalité avant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. 600 mètres de voies sont toujours endommagés. Alors cette catastrophe était-elle prévisible? Pourrait-elle se reproduire? Nous avons posé la question à Gilles Savary, député PS de Gironde et rapporteur de la future réforme ferroviaire, qui voit dans cette catastrophe de Brétigny le symbole d'un réseau ferroviaire à moderniser. On l'écoute. Le drame de Brétigny-sur-Orge est un sinistre rappel à l'ordre de la réalité. Il est quand même très symbolique. C'est sur le réseau de l'Île-de-France, l'un des plus saturés et des plus dégradés d'Europe maintenant, dans un des trains français pourtant les moins confortables d'Europe, un Théose, avec un énorme vieillissement, et sur une ligne qui va jusqu'à Limoges, qu'il y a 50 ans hébergeait le train le plus rapide de France qui s'appelait le Capitole. Donc vous voyez ce pied de nez du destin qui nous rappelle aujourd'hui à beaucoup de modestie. Nous avons un précieux et remarquable réseau ferroviaire. Il faut aujourd'hui l'entretenir, il faut le régénérer, il faut même le redévelopper. Ça veut dire qu'il faut ouvrir des lignes, il faut en fermer d'autres. Si on veut avoir et garder un très grand niveau de qualité en matière d'infrastructure et de transport de passagers. La colère d'EDF et du gouvernement après l'intrusion de Greenpeace dans la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme. 29 militants ont réussi à pénétrer ce lundi matin à l'intérieur du complexe avant d'être évacués. Oui, et à présent en garde à vue, ces 29 militants, ils ont eu le temps de déployer, vous le voyez sur ces images, plusieurs banderoles et d'afficher en vidéo plusieurs messages pour dénoncer le manque de sécurité dans cette centrale qu'ils considèrent comme l'une des plus dangereuses de France. Nora Mezzani. Les militants de Greenpeace ont non seulement réussi à pénétrer à l'intérieur du site nucléaire du Tricastin, mais ils ont aussi pu déployer des banderoles et projeter ces messages directement adressés au chef de l'État. Une centrale qui a vieilli, l'autorité de sûreté nucléaire elle-même dit qu'il y a des fissures dans le réacteur numéro 1. Une centrale qui est inutile puisqu'elle avait été construite
pour fournir de l'électricité pour une installation nucléaire qui est derrière Eurodif, qui est maintenant fermée. Donc cette centrale n'a plus d'utilité. Voilà un bon exemple, voilà un bon choix à faire comme priorité pour François Hollande pour fermer d'autres réacteurs. Avec cette opération coup de poing, l'ONG veut pointer du doigt les failles de sécurité dans la production d'énergie nucléaire. Mais pour les responsables du site, à aucun moment la centrale n'a été en danger. L'alerte a été envoyée vers le peloton spécialisé de gendarmerie. Donc ils ont bien été détectés dès leur intrusion sur le site. Ensuite, la mission importante est de mettre en sécurité, donc d'assurer la sûreté des points sensibles. Comme la salle de commande. 29 militants de plusieurs nationalités différentes ont été interpellés. Pour les forces de sécurité, la menace était médiatique et non terroriste. L'emploi des armes aurait pu être utilisé. Il y a tout un panel de réponses. En tout cas, la réponse opérationnelle aurait été tout à fait différente. Greenpeace estime que la centrale du Tricastin figure parmi les 5 sites à fermer en priorité, avec ceux de Fessenheim, du Blayais, de Gravelines et du Bugey, qu'un militant de l'organisation écologiste avait survolé en mai 2012. Il a été condamné en mars dernier à 6 mois de prison avec sursis. Opération coup de poing donc et réaction politique. On va d'abord entendre celle de François Hollande, le chef de l'État, qui a réaffirmé sa confiance dans la sûreté du parc nucléaire français. Et puis, pour la nuancer, il était l'invité de notre plateau, celle de Yannick Jadot, député européen EELV, Europe Écologie Les Verts, pour lui, ne voit pas beaucoup de sûreté donc, dans ce parc nucléaire français. La France est très attachée à la sécurité nucléaire. Et l'autorité de sûreté nucléaire y veille. C'est sa mission et elle a donné d'ailleurs toute garantie pour nous assurer que cette sécurité nucléaire est absolument respectée. Je pense que c'est une excellente opération qui arrive à point nommé puisque la France est en train d'achever son grand débat sur la transition énergétique. Donc il est important de rappeler que les enjeux de sûreté et de sécurité nucléaire en France restent très mal abordés et très mal garantis. Ce que fait Greenpeace, c'est d'alerter l'opinion publique. C'est extrêmement important parce que, encore une fois, on a des centrales nucléaires qui ont en France en moyenne 30 ans d'âge. Donc il faut aujourd'hui être extrêmement sérieux sur le risque nucléaire. C'est une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des fumeurs. Nouvelle hausse depuis lundi matin du prix du tabac, plus 20 centimes pour les paquets de cigarettes, 40 centimes, vous le voyez, pour les paquets de tabac à rouler. La France est désormais le pays d'Europe continentale où les cigarettes sont les plus chères. Les buralistes dénoncent une asphyxie de leur activité. Le gouvernement leur répond, impératif de santé publique. Et c'est donc peut-être le moment d'arrêter, Céline. Il y a 13 millions en France, 13 millions de fumeurs à convaincre d'arrêter. Le marché est donc porteur et certains ne manquent pas, vous allez le voir, d'imagination avec une méthode anti-tabac 2.0 qui pourrait faire, nous dit Alvina de Guiteau et Rêve Capajo, une appli qui pourrait faire un tabac. Reportage. Si, comme moi, vous avez l'impression que le tabac ne vous veut pas du bien. Le médecin le plus célèbre de la télé, en train d'imiter Serge Gainsbourg sur votre smartphone. Suivez-moi. Lancée il y a 3 semaines, l'application J'arrête de fumer coach au quotidien et avec humour les accros à la cigarette. Fiches personnalisées, conseils en nutrition et aussi des jeux. En cas de forte envie de tabac, l'utilisateur clique sur le bouton Alerte. Il doit alors répondre à un quiz. Combien de neurones possède l'être humain? Pas moi, l'être humain. Tout est bon pour lui faire penser à autre chose. Vous avez une envie de fumer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez appeler votre toubib pour qu'il vous parle? Les applications, elles sont avec vous toute la journée. Votre tabacologue ou votre médecin traitant, il n'est pas dans votre poche. 30 000 personnes ont déjà téléchargé l'application, dont Émilie. Cela fait 14 ans qu'elle essaye d'arrêter de fumer. Quand on craque, en effet, on doit dire pourquoi. Et dans l'application, c'est ça qui est bien, c'est que ça analyse aussi les moments de stress, la fatigue. Il existe aujourd'hui des dizaines d'applications. Certaines géolocalisent la dernière cigarette, d'autres affichent un compteur qui rappelle l'argent économisé. Pour les médecins, elles sont un complément aux moyens plus classiques comme les patchs. Savoir quand on fume, combien ça coûte, etc. Donc il y a plein d'avantages théoriques. Pour l'instant, on n'a pas d'évaluation scientifique de ces applications. Mais pour tous les spécialistes, même avec toutes les applis du monde, le meilleur moyen pour stopper la cigarette reste la volonté.
L'actualité à l'étranger, en Espagne, où Mariano Rajoy est éclaboussé par un scandale financier en raison de ses liens étroits dévoilés par la presse ibérique avec l'ex-trésorier du Parti populaire. Le nom du Premier ministre apparaît dans une affaire de corruption. L'ex-trésorier du Parti populaire qui est emprisonné dans le cadre d'un financement occulte présumé de son parti. L'opposition exige désormais la tête du chef du gouvernement conservateur. On reste à l'étranger, on va parler de Fabulous Fab, c'est ainsi que ce Français, Fabrice Tour, signait ses courriels. C'est un ex-trader de Goldman Sachs, la banque d'affaires. Son procès s'ouvre à New York. Il est poursuivi par le gendarme de Wall Street pour fraude. Il est accusé d'avoir délibérément trompé ses clients comme son employeur. La correspondance à Washington, Laurent Sarine. Fabrice Tour, pour beaucoup, est celui que l'on appelle le fabuleux Fabrice, c'est-à-dire celui qui, entre 2008 et 2011, était trader chez Goldman Sachs et illustrait parfaitement le cynisme des jeunes traders avides de s'enrichir par rapport à la classe moyenne. Et encore une fois, il était le symbole à Wall Street de ceux qui, dans des courriels, disaient qu'ils allaient profiter de la veuve et de l'orphelin. Alors, depuis ce lundi, Fabrice Tour comparaît devant un jury à New York car il est accusé d'avoir fait une opération frauduleuse avec un fonds d'investissement et d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars. La firme américaine Goldman Sachs a très vite lâché le français, car Fabrice Tour faisait partie d'une équipe et c'est lui seul qui va comparaître devant un jury qui a été choisi ce lundi. Fabrice Tour, avec ses avocats, se dit extrêmement confiant. Il affirme qu'il répondra avec calme à toutes les questions. Il n'est plus trader à Wall Street. Il a décidé de poursuivre ses études à l'université de Chicago. Et avant cela, il a passé 1 an au Rwanda pour faire, dit-il, beaucoup de choses dans l'humanitaire et se donner une bonne conscience avant de comparaître devant le jury de New York. William en a fini avec les matchs de polo. Kate se repose chez ses parents. Les tontons et tatas sont aussi dans les parages. Bref, la naissance du Royal Baby est imminente devant l'hôpital. Les photographes sont prêts. Les bookmakers aussi recueillent les derniers paris. Alice Rougerie et Olivier Gangloff nous font un point sur les dernières tendances. Quelle sera la couleur de cheveux du futur bébé royal? Une question qui passionne des milliers de parieurs. On est anglais, alors on parie surtout de la météo à la famille royale. C'est très excitant. Des paris qui ont déjà rapporté plus d'1 demi-million d'euros. Le plus populaire d'entre eux ces derniers jours, le prénom. Alexandra est le grand favori, c'est le deuxième prénom de la reine Elisabeth. Ensuite, on a Charlotte, deuxième prénom de Pippa, elle est à 6 contre 1. Selon le très sérieux centre de recherche du commerce britannique, les retombées économiques du bébé royal s'élèveraient à près de 280 millions d'euros. Objets souvenirs bien sûr, mais aussi vin et champagne pour trinquer à la santé de son Altesse royale. Bien sûr, je vais boire un coup et fêter ça en famille. Quand le bébé royal sera né, je ferai plein de gâteaux pour fêter ça. On va vendre absolument de tout à l'effigie de l'enfant royal. Des assiettes, des magnettes, des drapeaux. Des articles qui devraient remplir ses étals 1 semaine à peine après la naissance. Allez, on va parler de culture à présent sur iTélé avec cette question. Les images peuvent-elles changer le monde? On en discute, on répond à cette question à Arles, où la photo constitue un rendez-vous incontournable depuis 40 ans. Le thème des rencontres cette année, le black and white, le noir et blanc des ruelles chiliennes au paysage de Mars, la planète Mars, tour d'horizon et grand format de cette édition avec Olivier Benkemoun. Nous sommes ici à Arles où se déroule la 44e édition des rencontres photo, la plus importante des manifestations concernant la photo d'art. Cette année, un thème, le noir et blanc, une 50aine d'expositions. Voici notre sélection. Voici des formes abstraites venues de la planète Mars, des détails de paysages martiens soigneusement choisis par l'éditeur Xavier Barral. Il y a quelque temps, il a l'idée de demander à la NASA des images libres de droit. L'agence spatiale lui en envoie 30 000 que l'éditeur a recadré, devenant ainsi le premier promeneur de Mars. Avec de petits matins de neige carbonique. C'est la première fois que ces images sont montrées en l'état. La NASA prend des sortes de frites, c'est le terme qu'ils emploient,
Des bandes très très longues qui font 6 km de large sur parfois 50 km de long et les envoie en noir et blanc sur la Terre. Chaque image met environ 7 minutes 30 pour arriver. J'ai fait sur ce travail une autre analyse qui était une analyse photographique. L'un des talents du photographe Sergio Larin est d'avoir, dès les années 50, su se pencher sur les enfants des rues de son pays. Pour la première fois, une grande rétrospective consacrée à ce photographe chilien, ancien de l'agence Magnum, est organisée à Arles. Que ce soit les photos des enfants où on ne voit que leurs pieds sur les bouches d'aération, que ce soit les photos au Pérou, à Cusco, où on voit des ruelles, des bouts de trottoir, que ce soit à Valparaiso, où on voit aussi la même chose, le sol est la base. 150 clichés de Sergio Larin sont montrés pour la première fois. Alfredo Jarre, lui aussi est chilien. Ce plasticien travaille sur la violence faite aux enfants dans les pays en guerre. À Arles, il présente cette installation. Il s'agit du regard d'un enfant, reproduit 1 million de fois. Ce sont les yeux d'un enfant qui s'appelle Nduwayesu. Cet enfant de 5 ans a été témoin de la mort de ses parents par machetes. Il a gardé le silence pendant 4 semaines. J'ai connu Nduwayesu dans son école et j'ai photographié son regard. Oui, je crois que les images peuvent changer le monde. Le problème aujourd'hui, c'est que nous souffrons d'une abondance d'images. Et donc la question que je me pose, c'est comment une image de douleur peut survivre dans cette mer de consommation. Les rencontres photos d'Arles, c'est jusqu'au 22 septembre prochain. Allez, tout de suite, sans plus tarder, on va parler de sport sur iTélé dans un instant. Et on ouvre cette page sport avec du football féminin et une deuxième victoire en 2 matchs pour l'équipe de France à l'Euro. Ce lundi soir, elles ont battu l'Espagne 1-0. But inscrit dès la 5e minute par Wendy Renard. L'équipe de France qui se qualifie pour les quarts de finale et s'assure au passage la première tête de son groupe. Et on va continuer à parler de football, mais cette fois-ci avec le Paris Saint-Germain qui se réveille sur le marché des transferts. Le club devrait en effet officialiser ce mardi la signature d'Edison Cavani. L'Uruguayen a passé la traditionnelle visite médicale, devient la recrue la plus chère de l'histoire de la Ligue 1 et détrône le néo-monégasque Falcao. Le PSG a déboursé la coquette somme de 64 millions d'euros pour s'offrir ses services et, à n'en pas douter, ses buts dans le championnat de France. Jour de repos sur le Tour de France ce lundi. Et pourtant, il était dans toutes les discussions des passionnés. Christopher Froome, vainqueur haut la main du Mont Ventoux dimanche. Ascension, il faut le dire, supersonique du Britannique. Chris Froome a survolé la 15e étape et elle suscite quelques commentaires, surtout après les récentes affaires qui ont secoué le cyclisme. Les suspicions de dopage sont relancées. Le maillot jaune, lui, se défend. Nicolas Lepape. La journée de repos à Orange n'a finalement pas été de tout repos pour Christopher Froome. Le maillot jaune impressionnant de facilité dans l'ascension du Mont Ventoux a dû répondre aux nombreuses questions des journalistes dubitatifs sur la démonstration de force du leader de la Sky. Pour moi, c'est triste parce que je sais que j'avais fait tout l'entraînement, je suis allé dormir sur un volcano pour moi, pour être en forme pour le Tour de France. Avec mes équipiers quand même. Oui, pour ça, c'est triste. Les justifications ne semblent pas convaincre. Les médias reviennent donc à la charge une deuxième fois. Et à nouveau, le Britannique se défend, mais utilise cette fois la langue de Shakespeare pour s'exprimer. Je ne sais pas trop le mot en français. Ça ne me laisse pas un bon sentiment. Après la victoire d'hier et le très bon sentiment que j'ai eu, être interrogé aujourd'hui sur le dopage, c'est une honte, je pense. Atmosphère quelque peu tendue, mais la journée des suspicions ne s'arrête pas là. Quand Alberto Contador se présente en conférence de presse, la première question tourne bien évidemment autour des doutes concernant celui que l'on surnomme le Kenyan blanc. De quoi énerver le vainqueur du Tour 2009. Ok, d'accord. Je vais vous dire que sur les questions concernant le dopage, je vais vous permettre d'en poser 2.
Pas plus. À partir de la deuxième, si vous ne respectez pas cette règle, je profite de ma journée de repos et je remonte me reposer dans ma chambre. Voilà comment ça va se passer. Donc, concernant la forme de Froome, pourquoi vous doutez de lui? Je pense que c'est un coureur, c'est un grand professionnel, un coureur de très haut niveau. Et c'est le fruit de son travail. Et je crois pleinement que ce qu'il fait, il le fait de manière propre. Et puis il y a des contrôles, non? Des contrôles qui vont sans doute se multiplier d'ici la fin du tour. Un dénouement propice à de nouveaux coups d'éclat pour Chris Froome. Le Britannique pourrait bien empocher encore 1 ou 2 étapes pour conquérir son premier Tour de France. C'était le dernier journal d'ITélé ici dans les locaux de Montparnasse, puisque vous le savez maintenant, la chaîne déménage. Une page de l'histoire d'ITélé se tourne, puisque nous étions présents à Montparnasse depuis le 4 novembre 99. Mais bien sûr, l'aventure continue. Voilà, j'ai fait un petit calcul. 4 novembre 1999, 15 juillet 2013, ça fait 13 ans et 9 mois de diffusion, fois 365, ça fait 5000 jours, fois 18 heures par jour de direct, ça fait près de 100 000 heures de direct. Il y en aura encore des centaines de milliers. Longue vie à ITélé, vous ne l'avez pas entendu, mais en régie et au Nodal, ça a fait la fête toute la soirée. Longue vie donc à cette merveilleuse chaîne qu'est ITélé. On se retrouve tout de suite après ce journal, dans les nouveaux locaux de Boulogne, dont vous avez aperçu quelques photos de superbes studios. ITélé change de la tête aux pieds. Ce sera dès 6h du matin avec Amandine Bigot et Jérôme Bermin. Mais le fond reste le même, ITélé, ça reste une chaîne, votre chaîne d'information. Restez avec nous. Bonne nuit.